Bonjour à tous et bienvenue à cette grande édition. À la une de l'actualité, les députés ivoiriens votent en commission le budget 2018 de l'État de Côte d'Ivoire. Journée internationale des migrants, des citoyens se mobilisent pour les accueillir. Qui pour succéder à Jacob Zuma, les Sud-Africains toujours dans l'attente d'une élection à la tête de l'ANC. Lors d'un exposé sur le budget d'État à l'hémicycle, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre ivoirien chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a indiqué vendredi dernier à Abidjan que le cajou représente le troisième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire après le cacao et le pétrole. Freddy Soundé pour plus de détails. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre ivoirien chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a fait savoir que la noix de cajou se classe comme le troisième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire après le cacao et le pétrole. Compte tenu du volume de la noix de cajou dans l'économie nationale ivoirienne pour renforcer la richesse nationale, le principe de la fiscalité prend une fraction de la richesse créée pour pouvoir faciliter la redistribution. En vue du soutien au développement durable de la filière Anacad ainsi que son projet de loi de ratification, le gouvernement ivoirien a adopté jeudi en Conseil des ministres une ordonnance instituant une taxe sur les exploitations de noix brutes de cajou. Une taxe de 30 francs CFA par kilogramme de noix brutes de cajou exportée. Pour ce faire, une ordonnance a été instituée. Les ressources régénérées par cette taxe sont destinées au financement des activités liées au renforcement de la compétitivité de la chaîne de valeur, au soutien de la structuration de la filière Anacad. Cette taxe est modulable pour chaque campagne afin de tenir compte de la performance de la filière et de la nécessité de préserver son équilibre selon le dispositif légal. Avec près de 7000 tonnes, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de la noix de cajou. Également, le pays est le premier producteur mondial de cacao avec 2 millions de tonnes. Après le préalable, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ivoirienne ont finalement voté vendredi dernier à Abidjan à l'unanimité le budget de l'État pour l'année 2018. Ibo Marus pour le commentaire. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2018 a été adopté le vendredi 16 décembre à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. En effet, les échanges ont abouti à l'adoption du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2018. Notons que ce budget 2018 s'équilibre en ressources et en charges après de 7 000 milliards, en hausse de 4,8% par rapport au budget 2017. En effet, le budget d'État pour l'année 2018 comprend de nouvelles impositions, notamment la taxe sur les transferts d'argent pour un taux de 0,5% lors des envois, une taxe de 5% dans le secteur bois et une taxe sur le cajou. Dans le budget 2018, les prévisions de recettes fiscales ont été fixées à 3 406 milliards de francs CFA. Elle repose sur des réformes en matière fiscale et douanière. Le gouvernement prévoit en outre une rationalisation progressive des exonérations. Le 18 décembre de chaque année marque la journée internationale des migrants. C'est l'occasion pour les Nations Unies de mettre en lumière les initiatives citoyennes pour venir en aide aux migrants dans le monde. Un sacré pour plus de détails. Migration sans danger dans un monde qui bouge, c'est le thème de la Journée internationale des migrants qui se tient ce lundi 18 décembre 2017. La Journée internationale des migrants est l'occasion pour les Nations Unies de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Ce 18 décembre est donc l'occasion de mettre en lumière les initiatives citoyennes pour venir en aide aux migrants dans notre pays. La plupart des migrants passent d'un pays en développement à un autre ou quittent un pays en développement pour un pays développé. Les migrations jouent un rôle essentiel pour la croissance économique et le développement, notamment en remédiant aux pénuries du marché du travail à tous les niveaux de qualification. Ils ont des effets majoritairement positifs aussi bien pour les pays d'origine que pour les pays d'accueil. Les migrations volontaires comme les déplacements forcés
ont toujours été le lot commun de l'humanité. La plupart des gens comptent probablement parmi leurs ancêtres des personnes ayant migré. Aujourd'hui, la migration mobilise de plus en plus l'attention de la communauté internationale. Mêlée à des éléments d'imprévisibilité, d'urgence et de complexité, les défis et les difficultés des migrations internationales exigent une coopération renforcée et une action collective entre les pays et les régions. L'ONU joue un rôle actif de catalyseur dans ce domaine dans le but de créer davantage de dialogue et d'interaction au sein des pays et des régions, de favoriser les échanges d'expériences et les possibilités de collaboration. Au Pakistan, au moins 8 personnes sont mortes et une trentaine d'autres ont été blessées ce dimanche 17 décembre 2017 dans un attentat suicide contre une église méthodiste au Pakistan. Jean-Jacques Denis. Une nouvelle attaque qui touche une minorité chrétienne. Ce dimanche 17 décembre 2017, au moins 8 personnes ont été tuées et une trentaine de blessés lors de cette attaque suicide durant le service dominical auquel assistaient environ 400 personnes selon un bilan provisoire à la mi-journée. D'après le ministre pakistanais de l'Intérieur, la police a intercepté et tué l'un des kamikazes avant qu'il ne réussisse à entrer dans l'église bondée en cette période. Mais le second assaillant a pu gagner la porte principale de l'édifice où il s'est fait exploser. Le kamikaze a déclenché une veste piégée chargée d'au moins 15 kg d'explosifs. En effet, l'homme ainsi que son complice détenaient aussi des grenades pour causer le maximum de dégâts dans l'assemblée. Un haut responsable de la police, Abdul Razak Shema, a également évoqué la présence sur place de 2 autres kamikazes qui auraient pris la fuite. Pour rappel, les chrétiens représentent environ 1,6% des 200 millions de Pakistanais et sont quotidiennement victimes de discrimination dans le Pakistan à majorité musulmanes, vivent dans la peur d'accusations de blasphème souvent utilisées à tort contre les minorités pour régler des conflits personnels et sont cantonnés dans les professions les plus mal payées. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir depuis 1994, le Congrès national africain devait voter dimanche 17 décembre pour désigner le successeur de son président contesté, Jacob Zuma, accusé de corruption, mais a finalement décidé de reporter le scrutin à ce lundi 18 décembre 2017. Martial Kwasi pour le commentaire. Le scrutin est crucial pour l'Afrique du Sud, mais il devra attendre. Le parti au pouvoir depuis 1994, le Congrès national africain ANC, devait voter dimanche 17 décembre pour désigner le successeur de son président contesté, Jacob Zuma, accusé de corruption, mais a finalement décidé de reporter le scrutin à lundi. Conclusion de plusieurs mois d'une campagne âpre et serrée, le scrutin va opposer l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa, soutenu par l'aile modérée de l'ANC, à la candidate soutenue par Jacob Zuma, son ex-épouse et ancienne patronne de l'Union africaine, Nkosana Dlamini Zuma. Au terme d'une longue journée de tractation et de contestation, les délégués sont parvenus à se mettre d'accord dimanche sur une liste révisée de 4776 votants et à s'accorder sur les détails de la procédure de vote à bulletin secret. Le vainqueur de ce duel au couteau a de bonnes chances de devenir le prochain président du pays en 2019 à la fin du deuxième quinquennat de Jacob Zuma. Au Chili, le conservateur Sebastián Piñera remporte largement les élections présidentielles avec plus de 9 points d'avance sur le candidat de la gauche. Au Chili, le conservateur Sebastián Piñera remporte largement la présidentielle avec plus de 9 points d'avance sur le candidat de la gauche. L'ancien homme d'affaires, milliardaire, a déjà été président du Chili de 2010 à 2014. C'est la plus large victoire obtenue par un candidat depuis le retour à la démocratie. Nous avons confiance en notre pays, a-t-il déclaré. Nous faisons confiance aux Chiliens et nous espérons construire ensemble un meilleur futur pour tous nos compatriotes, a-t-il déclaré. Le candidat de centre-gauche, Alejandro Guiller, a reconnu une dure défaite et a appelé dans son discours à un renouvellement des forces progressistes. Ce soir, je veux féliciter mon adversaire Sebastián Piñera, le nouveau président de la République, que j'ai déjà appelé pour le féliciter de son impeccable et large victoire, a-t-il déclaré. Alejandro Guiller bénéficiait du soutien de la présidente sortante Michelle Bachelet, qui quitte pour la seconde fois le pouvoir au profit de Sebastián Piñera. Ces politiques étaient accusés par les milieux d'affaires de freiner les investissements et la croissance. Le président élu a quant à lui promis d'investir dans l'industrie minière, vitale pour l'économie chilienne,
dont la croissance stagne autour de 2% depuis 2015. Le FSB russe avait annoncé vendredi avoir démantelé une cellule terroriste qui prévoyait une attaque imminente contre la cathédrale Kazensky à Saint-Pétersbourg et d'autres lieux très fréquentés de la métropole russe. La CIA confirme avoir averti la Russie d'un risque d'attaque terroriste à Saint-Pétersbourg. Le FSB russe avait annoncé vendredi avoir démantelé une cellule terroriste qui prévoyait une attaque imminente contre la cathédrale Kazensky et d'autres lieux très fréquentés de la métropole russe. 7 hommes ont été arrêtés, originaires du Daghestan, d'Ingouchie et du Tadjikistan, selon les médias russes. La Maison-Blanche a publié un communiqué affirmant que le président russe Vladimir Poutine a appelé Donald Trump pour remercier les services secrets américains d'avoir averti leurs homologues russes. Le communiqué souligne que les deux dirigeants estiment que cet incident est un exemple de l'intérêt que représente une bonne coopération entre les deux pays. Aucun détail n'a été fourni sur la planification de l'attaque qui visait entre autres la cathédrale, un lieu aussi très touristique. Cette annonce intervient alors qu'aux États-Unis, une enquête a été ouverte pour déterminer s'il y a eu une collusion entre l'équipe de Donald Trump et la Russie pendant la campagne présidentielle de 2016. Plusieurs proches de Donald Trump ont récemment été inculpés dans cette affaire. Terminons cette édition en sport. Après l'élimination des éléphants dans la course au mondial 2018, le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, a décidé de s'expliquer sur la gestion du football ivoirien, la sélection des entraîneurs qui ont été à l'origine pour certains de la non-qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Denis pour plus d'explications. Lors d'un entretien accordé à la télévision nationale ivoirienne, le patron du football ivoirien rompt le silence en demandant pardon aux Ivoiriens pour la non-qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Après l'élimination de la Côte d'Ivoire par le Maroc le 11 novembre dernier, plusieurs raisons ont été évoquées suite à cette élimination. Certains évoqueraient que cette non-qualification serait due à sa mauvaise gestion du football ivoirien, parmi lesquelles figurent des rumeurs selon lesquelles il aurait laissé l'attribution du choix de l'entraîneur à son fils. Le président de la Fédération ivoirienne de football s'est défendu. Selon lui, c'est un manque de respect pour son comité exécutif. Il a renchéri en affirmant que c'est à l'unanimité qu'ils ont décidé de pêcher le Belge Marc Wilmots à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Selon lui, il n'aurait jamais eu de mauvaises relations avec ses joueurs, c'est plutôt des relations de père à fils. Revenant sur le départ du Belge Wilmots. Selon Sidi Diallo, tous les chiffres annoncés sur la rupture du contrat de Marc Wilmots sont faux. Il a ajouté avoir bien négocié le départ du coach ne donnant cependant aucun chiffre officiel. Vu les prochaines échéances à venir, il se veut rassembleur et a laissé filer que Jacques Anouma serait président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football en vue de bénéficier de ses conseils. L'équipe de France de handball a remporté le titre mondial de handball face à la Norvège le dimanche 17 décembre 2017 à Hambourg en Allemagne avec leur victoire 23-21. Les Bleus ont remporté le deuxième sacre après 14 années de disette en série. Après le 6e titre de champion du monde des handballeurs français remporté en janvier à domicile, 2017 sera une année exceptionnelle pour le handball français. En effet, ce dimanche 17 décembre, l'équipe féminine de France de handball a bouclé ce millésime hors norme avec une nouvelle médaille d'or. Confrontée en finale du championnat du monde féminin à la Norvège, la France l'emporte sur le score de 23-21. Si à la pause la France menait 11-10, elle a dû se remettre au génie de sa gardienne Amandine Leno qui a dégoûté les Norvégiennes avec ses 10 parades. En seconde période, le mano à mano a été intense entre les finalistes. À 5 minutes de la fin, la demi-centre Alison Pinault scelle le sort du match avec son mini-break, score final 23-21. C'est donc un deuxième titre mondial pour l'équipe de France féminine de handball, 14 ans après, celui de 2003. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix Sainte TV.